Alors le service civique existe depuis 2010, hein, c'est même un succès. Il y a 35 000 personnes entre 16 et 25 ans qui l'ont effectué en 2014. Le problème, c'est qu'il y en a 5 fois plus qui voudraient le faire. Donc quand François Hollande parle de service civique universel, c'est que là, on pourrait accueillir tout le monde. Alors ça vous a bien fait rigoler, mais je vous rappelle quand même que 80% des Français, d'après un sondage, seraient en faveur d'un service civique obligatoire, carrément. Je ne sais pas si leurs fils ou leurs filles sont dans les grandes écoles. Est-ce que ces parents voudraient que leurs enfants fassent ce service civique? Je me pose la question. En déshérence. En déshérence, n'est-ce pas? Au temps du service obligatoire, ils étaient chauffeurs de général ou... Le service militaire, oui, il y avait des pistonnets, comme on dit. Il y avait des classes sociales dans le service militaire. Sur la base du volontariat, on peut demander, par exemple, aux étudiants à l'université, s'ils veulent faire, je ne sais pas, du soutien dans les écoles 2 fois par mois. Enfin, comme ça, ils se frotteraient au peuple un petit peu et aux banlieues. Surtout les élèves de Sciences Po, il faudrait les envoyer faire du soutien dans les collèges de banlieue. Mais enfin, c'est vraiment... Ça, c'est autre chose, c'est la réserve civique, ça. Voilà. C'est pour ceux qui ont on est dans le catéchisme, dont le parcours professionnel... Voilà. On est dans le catéchisme républicain maintenant, et on cherche des moyens, voilà... la Marseillaise, le service civique, l'armée, et puis, je ne sais pas, on se lève quand les profs arrivent, et après, enfin non, mais franchement, c'est d'un ridicule. Ce qui est ridicule, c'est quand même votre position, parce que tout ce qu'on propose dès qu'il s'agit d'autorité, dès qu'il s'agit de redonner un cadre aux jeunes, c'est ridicule, c'est limite l'extrême droite, la Troisième République, vous venez de le dire, mais on est quand même dans une société où il y a un besoin, où les Français demandent à ce qu'il y ait des cadres qui soient clairement définis, où on réaffirme l'autorité. Donc je pense que c'est quand même une bonne chose, même si ça reste, c'est facultatif, que on n'aura pas les budgets pour pouvoir accueillir les 170 000, 180 000 volontaires. Mais ça reste quand même un moment, je pense... François Hollande a dit qu'il oui, mais il y aura le budget. Non, François Chérec l'a demandé en novembre, on lui a refusé. Aujourd'hui, on va pouvoir sortir le budget, j'ai des doutes. Mais je pense que ça sera quand même un moment où on pourra amener des jeunes vers la République, en quelque sorte, les former, surtout s'ils ne le font pas dans des associations sportives où on boit des cafés toute la journée, mais qu'ils le font au plus près de l'autorité, j'ai envie de dire, avec la police, auprès des personnes âgées, avec les pompiers de Marseille et de Paris. Parce que ce qu'il faut créer aujourd'hui, c'est du lien dans ces quartiers. C'est du lien et c'est du respect envers tout ce qui représente les institutions de l'État, parce qu'aujourd'hui, il n'y en a plus. Et donc, on peut toujours se marrer comme Mme Benbassa le fait, tout prendre de haut, tout balayer comme ça d'un revers de la main. Mais aujourd'hui, l'urgence, elle est là. Et il ne faut pas juste parler de lutte des classes. Et donc, c'est les enfants de Sciences Po. Donc, les enfants de Sciences Po ne connaissent pas la réalité sociale. Sauf qu'à Sciences Po, il y a aussi des étudiants qui font du soutien scolaire. Donc, arrêtez avec ces raccourcis, avec ces clichés. Alors, Laurent Bouvet. Moi, je pense que c'est... Non, mais simplement, alors, moi, c'est amusant parce qu'on voit les hommes politiques qui arrivent qui disent « moi, j'ai fait mon service militaire ». Moi aussi, j'ai fait mon service militaire à l'époque. Donc, le moment de mélange du service militaire, y compris pour les classes plus favorisées, les étudiants, etc. Moi, je sortais de Sciences Po à l'époque. Bon, voilà. Et j'ai fait mon service militaire, et le moment de mélange, où on voyait des gens qu'on ne voyait pas à l'époque à Sciences Po, parce qu'à l'époque à Sciences Po, les enfants venant des catégories populaires n'étaient pas très nombreux, c'était le moment où on faisait ces classes, où on était ensemble en caserne, sous encadrement militaire. Et c'est là où, moi, les propositions que j'entends aujourd'hui, je ne comprends pas bien la manière dont ça peut fonctionner. D'abord parce que l'armée a suffisamment à faire, j'ai cru comprendre. Les théâtres d'opération. Sur les théâtres d'opération, y compris sur maintenant les 10 000 militaires déployés depuis les événements. Ça, c'est quelques politiques qui ont proposé le retour du service militaire, mais les autres parlent de service civique. Les casernes ont été vendues, il n'y a plus de lieu, donc qui va encadrer? On n'a plus de sous-officiers pour ça, etc. Donc l'encadrement militaire, ça ne peut pas être non plus la police qui va faire ça. Les associations, je ne sais pas. Donc, il y a le service militaire adapté outre-mer. Il y en a encore plus de 5 000 qui le font chaque année. 5 000. Oui. 5 000. Bon. Les autres aimeraient peut-être y aller aussi. Oui, non, mais d'accord. Très beaux endroits. C'est un problème d'encadrement. Et ce qui était important, c'était ce moment où on vivait
dans une caserne, dans des chambrées, on mangeait ensemble, etc. Il y avait quelque chose qui se passait, voilà. Si c'est simplement pour travailler plus ou moins gratuitement dans des collectivités, des associations, sur une base en forçant un peu parce que ça ne serait pas uniquement les volontaires, là j'ai l'impression qu'on n'atteindra pas le but, qui est un beau but. Il faut qu'ils vivent ensemble, sinon ça il ne faut sert à pas se rien, moquer, quoi. parce que c'est un beau but, le côté essayer de remettre un petit peu ensemble des gens qui ne se voient plus dans la société, ce qui n'est pas idiot. Mais je pense que le moyen, là, n'est pas adapté et qu'on n'a plus non plus les moyens au pluriel. C'est-à-dire que là, il y a quand même un problème simple d'organisation. Je crois qu'on est dans la limite. Et... Oui, quoi, je pense que personne autour de cette table va critiquer le principe du service civique. La question, c'est quelles sont les modalités et pourquoi faire. Moi, ce qui me pose un peu question, et on l'a vu dans la conférence de presse de François Hollande, vous avez coupé juste après, mais il fait de la transition, service civique, et puis il y a aussi la démocratie participative. Et moi, j'ai un peu peur que cette histoire de service civique, on voit bien l'écho que ça a, c'est quand même l'idée... on va aussi renvoyer dans les quartiers des gens qui vont pouvoir rappeler la République. Alors bon, on n'a pas les moyens de mettre plus de flics, plus de fonctionnaires, etc. Donc on va mettre ces trucs-là et ils vont aller faire ce catéchisme républicain. Moi, ce qui me semblerait... Ça s'appelle la réserve citoyenne. Oui, mais on voit bien, tout ça est un peu mélangé pour tout le monde. C'est renvoyer dans les quartiers, faire des trucs. Qu'on file des capacités d'engagement, qu'on file des moyens pour les associations de quartier pour faire leur boulot super. Qu'on file des moyens aux associations de quartier, ça marche. Ils ont été coupés, les moyens ont été coupés, pas du tout, pas du tout. Mais les budgets ont été de la ville, c'est un puissant fond. Non, mais mais oui, c'est des millions et des millions qui sont balancés. Laissez-les terminer parce qu'il reste que quelques minutes. Vous savez très bien. Non, je sais très bien quel genre de discours vous pouvez tenir, mais je sais il reste 7 minutes, vous en avez une chacun, pas plus. Pour finir là-dessus, moi, il me semble qu'il y avait, pour ce qui est des quartiers, de la politique de la ville, il y a une loi qui a été votée, qui n'est pas encore mise en œuvre en 2014, qui proposait vaguement un petit truc, qui est une demande qu'on fait depuis 30 ans dans les quartiers, depuis 30 ans, qui est de donner aussi un peu d'autonomie dans ces quartiers à ces associations, et pas simplement être dans des logiques clientélistes où ce sont les maires qui donnent aux bonnes associations des crédits, qu'on donne un peu des moyens, qu'il y ait de l'autonomie, qu'il y ait de la démocratie participative, qui ne soit pas simplement ce truc complètement contrôlé. Moi, j'ai un tout petit peu peur qu'il y ait une sorte de déviation et qu'on utilise encore cet instrument plutôt pour, du haut, aller faire ce qu'il faut sans répondre aux demandes qui remontent des quartiers. Moi, je crois surtout qu'en fait, l'époque a changé et que maintenant, avec l'école unique, je vais faire un peu monomaniaque et revenir sur l'école, mais en fait, on a une situation d'apprentissage du vivre ensemble qui est l'école, en fait. Enfin, je veux dire, dans les classes, dans l'école, c'est ce que font les professeurs au quotidien, quand même. Et essaient de faire. Mais voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a un terrain dans lequel on peut faire travailler le vivre ensemble. Alors déjà, si on donnait les moyens à l'école de bien fonctionner, si on aidait aussi beaucoup plus les enseignants à gérer ça, à gérer l'apprentissage du vivre ensemble, à gérer ces questions également de laïcité, ça a été notamment dans le... Oui, mais vous dites qu'il y a ségrégation territoriale, donc... Je parle de cas extrêmes. Je veux dire, ce que j'ai voulu juste vous montrer, c'est qu'il y a des cas extrêmes. Mais je veux dire, l'école, même dans les établissements dans lesquels vous avez 50% d'enfants d'immigrés, vous en avez 50% qui ne sont pas des enfants d'immigrés. Je veux dire, on a déjà des lieux formidables d'apprentissage du vivre ensemble. Donc déjà, faisons une école qui prend beaucoup plus en compte la diversité. La France, je pense que c'est essentiel, avoir une école qui reconnaît que ces jeunes, que ces enfants de la République, ce ne sont pas un corps étranger. Une école qui prenne en compte leur histoire, qui les aide à s'approprier. Laissez-moi faire. Non, elle ne le fait pas. Qui les aide à s'approprier leur histoire, parce que c'est fondamental pour ces jeunes, pour se construire leur identité. Et c'est fondamental. Et c'est fondamental. Si on veut qu'ils se sentent français, encore faudrait-il déjà qu'on leur donne, que la France leur montre qu'ils font partie de son histoire. Et ça, je pense que c'est fondamental. Une minute. Oui, en fait, l'alternative qui nous est proposée, c'est soit le dressage à une espèce de rituel républicain qu'il faut faire rentrer à toute force dans ces têtes mal faites, soit il faut admettre que pendant que tout le monde crie à la panique générale dans la société française, il faut admettre qu'en fait, la citoyenneté, elle est déjà très bien en place. Il y a énormément de personnes, y compris d'ascendance migrante, parce que c'est pas une tare d'être descendant de migrants, qui s'emparent en fait de la citoyenneté, qui sont capables de la mettre en œuvre. Mais quand vous dites qu'il y a 50% de Français et 50% d'immigrés, il y a quand même 50% de Français. Je parle pour l'apprentissage du vivre ensemble. Non, mais je pense qu'il y a un grand problème, c'est qu'effectivement, être migrant, ça continue à être perçu comme un stigmate, alors que les descendants de migrants sont des citoyens
citoyens, ils sont capables d'agir en tant que citoyens. Et je ne vois pas en quoi est-ce qu'il y a un déficit civique si marginal, si alarmant en France. Il n'est peut-être pas nécessaire que vous ayez toujours le dernier mot et que vous repreniez toujours la parole parce que l'UMP doit toujours de faire dire valoir son point ascendant de de vue. migrants et si, peut-être, au fond, vous savez, être français. Lydia Guéraud, c'est Syrah Guéni. Vous pourrez continuer, je vous promets que Pourquoi faut-il, vous savez que ça c'est une technique politique qui consiste à toujours couper la parole à l'adversaire. Est-ce que la République, c'est un... vous permettez que j'avais promis une minute à chacun, donc Hervé Lebraille à droite. Oui, bah, moi, vu d'un peu plus loin, d'abord, je me demande s'il n'y a pas un calcul aussi vis-à-vis du taux de chômage des jeunes et tout ça. Je suis un peu là, je ne sens pas le truc complètement. Ils sont payés dans le service civique, ils gagnent justement, plus de 500 € par mois. Comme ça, ils échappent à la statistique du chômage. On les paye aussi. Et puis la course donc déjà, j'ai un petit doute. Puis le second doute, c'est que justement, dans ma génération, j'ai vu quels étaient ceux qui faisaient le service militaire et ceux qui ne le faisaient pas. Il y en avait le vrai des 12 mois. Il y avait ceux qui faisaient les classes et qui ensuite étaient versés dans un bureau. Et puis il y avait ceux qui avaient un P5, qui trouvaient un médecin qui leur permettait, un P4, qui permettait d'être réformé. Et au total, quand on prenait, il se trouve que j'ai un frère qui n'avait pas son bac, il avait eu beaucoup de difficultés, donc lui, il a fait ses 12 mois. Il n'y avait pas un fils de bourgeois avec lui dans les chambrées. Donc, j'aimerais voir les modalités, comme vous avez dit, de cette affaire, parce que je suis assez sceptique. Oui, j'ai travaillé pendant 2 ans au ministère de la Défense et au vu de l'état de l'outil militaire et du ministère de la Défense aujourd'hui, je pense que la baisse du budget. C'est pas très crédible de demander aujourd'hui aux militaires Mais sur le principe, je suis d'accord. On ne peut pas décourager une bonne volonté et surtout, je ne comprends pas cette paranoïa venant de certains qui considèrent que on va aller faire des rituels républicains, la religion républicaine. Qu'est-ce que vous proposez à la place de la République ? De l'emploi. Mais l'éducation telle qu'elle se pratique et qui effectivement. Et qu'est-ce que vous répondez aux gens qui ne veulent pas vivre ensemble ? Mais ces gens-là sont une extrême minorité. Comme l'a dit le monsieur Pupponi, maire de Sarcelles. Qu'est-ce que vous répondez à Christophe Guilly quand il écrit que dans les classes populaires, les gens quittent certains quartiers? Moi, je ne suis pas un technicien. Qu'est-ce que vous lui répondez? Ces quartiers-là. Qu'est-ce que vous lui répondez? C'est une dynamique qui a été initiée par un État qui effectivement Oui, l'État français. L'État colonial, au fond, c'est ce que vous pensez. L'État colonial, ou en tout cas, un État colonial de l'intérieur. Donc il y a les minorités de l'intérieur qui sont colonisées. C'est ça. Dernier mot, Esther Benbassa. Non, c'est pas un discours, c'est une pratique. Je crois que les rituels peuvent aider. Ça sert un peu d'accessoire, c'est bien. Mais c'est d'abord l'école, le décrochage scolaire et l'emploi et le logement. Il faut que tout soit pris en main, tout cela soit pris en main, et l'accessoire viendrait peut-être un petit peu ce sera la cerise sur le gâteau. Mais c'est pas le gâteau, le rituel. Hein. Je vous remercie tous les 8 d'avoir participé à ce débat.